Donc, en attendant, bon, je vais peut-être me présenter. Donc, moi, je suis Alain Caraco, je suis conseiller municipal de Chambéry et vice-président de l'agglomération de Grand Chambéry. Et il se trouve que, en cours de mandat, on va dire devant l'ampleur des projets, nous avons... Ah, il y a plus, je vois plus rien là. Nous avons éclaté en deux la délégation mobilité. Alors, c'est où? C'est là pour avancer? C'est là. Voilà. Ah, il n'y a rien en haut. Moi, je vois ce qu'il faut. Vous voyez, et j'aimerais que vous voyiez la même chose que moi. Donc voilà, pendant que la technique règle les derniers problèmes, donc nous avons en cours de mandat éclaté en deux la délégation mobilité à Grand Chambéry. Une qu'on appelle la délégation mobilité tout court, c'est-à-dire tournée vers les questions intérieures, ce qu'on trouve un peu partout, la gestion du réseau de bus, les aménagements cyclables et puis tout le reste, le covoiturage, l'autopartage, enfin ce qui est classique. Et une nouvelle délégation qu'on a créée, qui est les coopérations métropolitaines de mobilité pour justement organiser le travail entre Grand Chambéry et les territoires voisins et aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez, ça y est? Parfait. Eh bien, on va avancer. C'est là. C'est là. Je ne sais jamais sur lequel je dois appuyer pour que ça marche. La flèche. Ah, c'est là. Voilà. Alors, notre territoire, je le représente rapidement parce que j'imagine qu'il y a des gens de la région, mais d'autres qui viennent d'un peu plus loin. Chambéry, c'est pas très loin d'où nous nous trouvons. On est un carrefour entre plusieurs métropoles, les plus grandes et proches étant Lyon, Grenoble, Genève, et puis une plus lointaine et séparée par la montagne qui est Turin. On est un territoire, une métropole, on va dire, pas au sens administratif français, hein, mais au sens plutôt géographique. On est une métropole bipolaire avec Chambéry, qui est donc la plus grande ville, qui fait 60 000 habitants, et Aix-les-Bains, à 15 km de Chambéry, qui en fait 30 000. Et vous voyez sur la carte, il y a un territoire montagneux, pas très peuplé, qui enserre ce qu'on appelle en géographie une combe, une cluse, enfin bref, des paysages qu'on appellerait de plaine, qui eux, au contraire, sont extrêmement peuplés. Et le long de toutes les voies de circulation, c'est-à-dire notamment le chemin de fer et l'autoroute. L'aire d'attraction, c'est une notion INSEE intéressante aussi, hein, 15% des actifs qui travaillent au même endroit. L'aire d'attraction de Chambéry est à 264 000 habitants, 115 communes sur 3 départements. Et vous voyez le noyau central, là en rouge avec un peu de... comment dire, de violet, c'est la partie dense de l'agglomération de Chambéry et le réseau de transport en commun chambérien, il a une offre dense sur cette zone-là et pas au-delà. Celle-ci, elle m'a un peu frappé il n'y a pas longtemps. Je me suis abonné aux infos pollution. Et ça, c'est la carte de pollution du 21 janvier. C'est assez amusant parce que ça ressemble beaucoup à la carte des Cisternes Auvergne-Rhône-Alpes. Et je pense que c'est pas fortuit. C'est là où il y a le plus de monde, c'est là où il y a le plus de déplacements et c'est là où il y a le plus de besoins. Donc, tout ça pour vous dire que nous sommes censés mettre en place une ZFE, territoire de vigilance, au 1er janvier 2025. On a un peu de retard. Ça sera fait avant l'été. On va y aller très modérément, c'est-à-dire que pour le moment, on va commencer seulement par interdire les véhicules qui n'ont pas de vignette critère, ce qui ne représente pas grand-chose, 1% du parc et 4% des polluants. L'idée, c'est de mettre en place une structure et de faire monter les contraintes progressivement au fur et à mesure qu'on aura amélioré les offres alternatives. Ça avance? Non? Oui. Donc, alors, problème de gouvernance qu'on a un peu partout et que vous voyez bien chez nous. Alors là, on passe sur une autre notion INSEE qui est l'unité urbaine de Chambéry, qui est le bâti dense, qui dépasse maintenant les 200 000 habitants, qui se retrouve sur 3 EPCI, 13 communes dans Grand Lac, qui est la communauté d'agglomération d'Aix-les-Bains, 18 dans Grand Chambéry et 4 dans la communauté de communes de Cœur de Savoie. Donc tout ça est un peu compliqué
Quand on regarde les flux également, on voit qu'ils sont très élevés entre Grand Chambéry et Grand Lac au nord, assez élevés vers Cœur de Savoie, et qu'il y a des flux encore non négligeables vers le Grand Annecy, un peu de Grand Chambéry et beaucoup de Cœur de Savoie, vers Grenoble également, dans les deux sens aussi. Et puis ce qu'on appelle l'avant-pays savoyard, c'est la partie qui est à l'ouest, donc à gauche sur la carte, c'est ce qui est de l'autre côté de la chaîne de l'Épine. Quand vous venez par l'autoroute, vous avez un tunnel de 3 km. Quand vous venez par le train, vous avez aussi un tunnel à peu près de la même longueur. C'est plus rural, moins peuplé. C'est un endroit où le prix du foncier et donc de l'habitation est encore pas très cher, ce qui fait que beaucoup de personnes s'installent là-bas pour avoir beaucoup d'espace. Donc on voit bien que notre échelle, elle est là. Que dire d'autre sur cette échelle? C'est que c'est également l'échelle sur laquelle nous avons fait notre enquête mobilité certifiée CEREMA. On en a fait deux. On en a fait une il y a bien longtemps, c'était en 2007 je crois. Comme c'est toujours lourd et cher, on a mis un peu de temps à s'y remettre. Le Covid ne nous a pas aidés. Et on en a fait une deuxième en 2022. Si on regarde maintenant la carte des bassins de mobilité telle que définie par la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez que le nôtre correspond bien, vous voyez c'est dans l'ellipse là en violet, à donc nos 3 EPCI, plus l'avant-pays, plus un petit bout du département de l'Ain. Alors ils sont allés peut-être un peu loin au nord, mais il fallait tenir compte du découpage des intercommunalités. La partie de l'Ain, c'est, si on raisonne en ville, c'est le secteur de Belay, et si on raisonne en transport, c'est le secteur de Culose. Mais c'est le même. Donc, nous avons créé, il n'y a pas très longtemps, il a été installé à l'automne, un nouveau syndicat mixte, le SIMOS, le syndicat des mobilités de l'Ouest savoyard. Ceux qui m'ont entendu hier, je vais donc le répéter, il s'appelle de l'Ouest savoyard parce que aujourd'hui il comprend 3 EPCI. Il pourrait aller plus loin en fonction des demandes, des besoins et également des possibilités juridiques. L'avant-pays savoyard, donc cette partie à l'ouest de Chambéry, ne fait pas partie du SIMOS pour une raison, c'est qu'elle n'a pas pris la compétence mobilité, donc elle ne peut pas y adhérer. Ça changera peut-être un jour, on ne sait pas. Et donc, on a les 3 EPCI, donc Grand Lac, Grand Chambéry, Cœur de Savoie. Le département, en tant que, au titre de sa compétence sur les infrastructures, notamment les routes, parce qu'on a beau s'occuper de... Enfin, le CERM, c'est du chemin de fer, mais pas que. Et il y aura forcément une composante routière. En 2024, donc, on s'est mis en place. On a commencé à préparer les études pour les nouvelles compétences et on a préparé le cahier des charges pour un schéma métropolitain de mobilité. Je vous dirais de façon simple mais facile à retenir, le schéma métropolitain de mobilité, c'est le CERM sauf le chemin de fer. On reviendra comment s'assemblent les choses un peu plus loin. En 2025, nous commençons à travailler sur nos compétences obligatoires, c'est-à-dire la coordination des services de transport. On a d'ores et déjà quelques services qui sont interterritoires avec des conventions de gré à gré, mais on est encore assez loin du compte. Le système d'information voyageurs, c'est fondamental. Pour que les voyageurs passent de façon fluide d'un service à l'autre, il faut qu'il y ait une information fluide. C'est pas très compliqué, on a notamment la même appli avec Grand Lac, mais il y a un petit travail de coordination à faire. Et puis la tarification, titre unique ou titre commun. Titre unique, on décide de passer à une gamme tarifaire unique pour tout le monde. C'est politiquement en général assez compliqué et probablement encore un peu plus compliqué à un an des élections municipales. Titre commun, on décide, en plus des titres qui existent, de créer quelques titres qui sont valables sur l'ensemble du territoire. En 2026, je ne vous l'apprends pas, il y a les élections municipales. Donc, notre rôle, nous les élus en place, c'est de préparer les décisions de ceux qui seront en place au prochain mandat.
On a tous aujourd'hui les mêmes objectifs politiques. On espère d'ailleurs que quels que soient les prochains élus, ils les partageront. Entre 2025 et 2028, on maille le territoire avec des lignes interurbaines, c'est-à-dire inter-EPCI. Et on essaye de mutualiser nos services vélo, covoiturage et mobilité solidaire. C'est pas si compliqué que ça dans la mesure où on utilise les mêmes prestataires, notamment pour les services vélo, c'est l'agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc, dont je suis également le président pendant ce mandat, le covoiturage chez Cities. Et 2029-2030, création d'un réseau de bus unique qui agglomérera les réseaux de Grand Chambéry, Grand Lac, et le futur réseau qui est en train d'émerger de Cœur de Savoie. Pourquoi ces dates aussi tardives? D'abord parce que l'échelle de la décision politique, c'est pas l'échelle de la vie du citoyen, c'est toujours beaucoup plus lent. Quand j'étais citoyen, je trouvais ça trop long. Maintenant que je suis élu, je trouve toujours ça trop long, mais j'ai compris pourquoi. Et c'est également les dates d'échéance de nos différentes délégations de services publics. Alors, ça avance ou pas? Ah, je voudrais bien... Voilà. Alors, comment le CERM, c'est s'appuyer sur les toiles ferroviaires existantes. Nous, on n'a pas 6 branches. On a tendance à dire qu'on en a 7, enfin tout dépend comment on compte. Du centre, pas 8 je veux dire comme tour, voilà. Si on compte du centre de Chambéry, il y a 3 branches. Mais c'est des branches qui elles-mêmes éclatent en plusieurs branches, pas bien plus loin. Là, l'axe principal, vous le voyez dans l'ellipse, il est en rouge, c'est Aix-les-Bains, Chambéry, Montmélian. Avec le peu de temps que j'ai, je vais pas vous en dire plus maintenant. Vous retenez juste que l'offre peut être très dense en heure de pointe avec de gros trous et qu'il y a donc du travail d'homogénéisation de l'offre à faire sur la journée. Le principe du CERM, c'est qu'on garde les TER qui font de la moyenne distance et on veille à ce qu'ils ne soient pas dégradés. Et soit on prolonge par exemple les TER qui viennent du sud et de l'est, qui font terminus Chambéry, on les prolonge jusqu'à Aix-les-Bains. C'est essentiellement ça d'ailleurs. Il y avait une idée de navette, je ne suis pas sûr qu'elle sera réellement utile telle qu'elle. Et l'objectif étant d'arriver sur la partie centrale et dense, c'est-à-dire Aix-les-Bains, Montmélian, à 4 trains par heure. L'objectif, c'est également de créer des nouvelles haltes. Sur la carte, je crois que vous en verrez 4, mais en fait, on travaille sur 5 maintenant. Parce qu'il y en avait une qui avait été un peu abandonnée en fin de mandat précédent, à l'avis de beaucoup de gens à tort, donc on l'a remis dans la course. Alors, relation avec les autres territoires, c'est inévitable. Vous voyez la tache verte, c'est à peu près ce qu'on va faire. Vous voyez que grosso modo, c'est le territoire du CIMOS plus l'avant-pays. Mais que si vous allez vers le nord, il y a un grand absent qui est Annecy, qui est le Grand Annecy, qui a déposé le dossier minute de CERM qui nous a permis d'être labellisés avec nous, et puis qui s'en est un peu retiré, mais pas tout à fait quand même. Donc, il se passera sûrement des choses, je suis bien incapable de vous dire quoi à court terme. Vous voyez une flèche vers l'Ain, vers Belay, et là, ça sera du quart, parce qu'il n'y a aucune solution ferroviaire possible aujourd'hui. Vous voyez une flèche vers l'ouest, vers Saint-André-le-Gaz, qui est le nœud ferroviaire entre Lyon, Grenoble et Chambéry. Et donc là, on touche au CERM de Lyon, surtout de Grenoble peut-être. Et puis une flèche vers le sud, parce que la ligne Chambéry-Grenoble va être fortement sollicitée pour le CERM de Chambéry, comme pour celui de Grenoble. Voilà. Et vous voyez une petite gare qui est juste en dessous de la limite, qui est Pontcharrat-sur-Bréda, qui est dans l'Isère, mais qui a un trafic intense avec Chambéry. Alors, je cite une petite étude que je trouve très intéressante. Si on veut aller vite, il faut crédibiliser le système. Si on veut crédibiliser le système, il faut faire quelque chose qu'on peut faire avec peu d'investissement. Et c'est le cabinet Transmission qui a publié il n'y a pas très longtemps une petite étude sur l'axe Villefranche-sur-Saône, Lyon, Perrache, Vienne. Ça fait 60 km avec 3 points principaux et des points intermédiaires.
Notre SERM, il est plus petit. On va dire qu'il y a 30 à 40 km suivant jusqu'où on va entre les deux extrémités. Mais notre histoire ressemble beaucoup. On a 2 sillons par heure garantis. On a moyen souvent d'en faire plus. Et en fait, en heure de pointe, on les exploite. Et en heure creuse, on ne les exploite pas. Et l'étude de transmission arrive à la conclusion que ce qui se passe exactement donc sur Villefranche, Lyon, Vienne, arrive à la conclusion que pour faire de la demi-heure régulière toute la journée, il faut 6 rames, alors que pour faire des trous dans la journée, il en faut 7. Voilà, ça, forcément, ça interpelle un peu. Alors, entendons-nous, il y a d'autres coûts. Hein. Il y a des coûts d'énergie, on fait rouler des trains. Il y a des coûts de personnel, on fait rouler des trains. Et il y a une réorganisation à prévoir de la maintenance des rames et des voies, parce que s'ils roulent toute la journée, on ne pourra pas faire pareil. Est-ce que ça veut bien avancer? Alors, le schéma métropolitain de mobilité, c'est quoi? C'est donc de prendre en main au niveau de ce qu'on va appeler le bloc local, c'est-à-dire les 3 EPCI pour le moment qui forment le CIMOS, de définir à quoi ressemblera notre territoire en 2030 en matière de mobilité, en sachant bien qu'il y aura le train, mais comme il ne dépend pas directement de nous et que c'est un niveau d'études qui nous dépasse, en ne faisant pas ces études-là nous-mêmes. Essayer d'avancer. Ça, je l'ai fait à l'arrache parce que je ne suis pas graphiste. À gauche, vous avez le réseau de Chambéry. Au milieu, vous avez celui d'Aix-les-Bains. Il nous faut le TER, les cartes régions, les cars régions, les cars express. On monte tout ça sur la même carte et on commence à avoir quelque chose qui fonctionne, qui fait une vraie offre, à condition, bien sûr, d'avoir les services qui vont avec. Alors, la suivante. Et donc, la démarche est, comment dire, très avancée. On a fait partie des 15 premiers dossiers labellisés. On est sûrement un des plus petits SERM de France, hein, avec probablement le SERM basque-hollandais. Et je sais pas s'il y en a, mais c'est un sujet qui est très porté par son territoire depuis plusieurs années. Et en fait, les démarches SERM d'un côté et CIMOS de l'autre, c'était 2 démarches parallèles qui se sont rencontrées et qui sont arrivées ensemble au bon moment. Nous avons donc conventionné avec la SGP pour constituer le dossier pour l'octroi du statut de SERM. La SGP va assembler plusieurs études déjà existantes, notamment sur la partie ferroviaire qui est déjà bien avancée entre la région et SNCF Réseau. La région va lancer une étude tarification intégrée. Donc nous, le CIMOS, allons lancer l'étude schéma métropolitain de mobilité, bus, car, vélo, covoiturage, autopartage, parking relais. On a encore pas mal de boulot à faire sur les parkings relais. Et la SGP va faire tout ce qu'elle sait bien faire, hein, les schémas d'ensemble et phasages, socio-économie, impacts environnementaux, identification des pôles à densifier, concertation, gouvernance, plan de financement. Et l'objectif est d'être au rendez-vous à la fin de l'année, donc pour l'octroi du statut de SERM. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je pouvais dans le délai relativement court. Oui, madame? Oui. Oui. Eh ben, merci en effet pour cette explication complémentaire que vous étiez mieux placé que moi pour donner. Vous l'avez bien vu, le point commun inévitable, c'est la liaison Aix-les-Bains-Annecy. On en a besoin, vous en avez besoin, et ça ne marchera que si on le fait ensemble. Voilà, on passe, je crois, donc maintenant à Yuri Dervin, qui est président de l'association Rail Dauphiné Savoie. Vas-y.
Merci Alain. Bonjour à tous. Donc Yuri Dervin, président de l'association Rail Dauphiné Savoie-Léman. Nous, notre périmètre de travail, ça va du pays de Gex, du canton de Genève, canton de Vaud, jusque tout au sud, les Hautes-Alpes, Grenoble, Gap, également Valence, et bien sûr tout le territoire qui nous occupe aujourd'hui, donc Chambéry, Annecy, Annemasse et l'étoile ferroviaire aussi de Grenoble. Voilà un peu tous les territoires qu'on va discuter. Aujourd'hui, si le beamer va bien fonctionner, je vais vous parler du tram-train Annecy-Albertville complémentaire au SERM. Alors déjà, un petit sondage. Qui connaît un petit peu la région d'Annecy et les flux, ou plutôt qui ne connaît pas? Que je puisse adapter. Quelques personnes. Donc, très grossièrement, en quelques mots pour expliquer la situation du tram-train et l'origine du projet et pourquoi ce projet est défendu par la RDSL. Donc le projet de tram-train entre Annecy-Albertville, ce serait de mettre en place un système efficace entre Annecy-Albertville en réutilisant l'ancienne infrastructure d'une ligne ferroviaire qui existait entre Annecy-Albertville via Ugine et sur la rive ouest du lac d'Annecy. Aujourd'hui, Annecy, c'est l'une des villes les plus touristiques de France. On a un flux de touristes plus de 6 mois par an, plus de 4 mois l'été, plus de 2 mois l'hiver, avec une saturation de tous les axes routiers existants. Il y a un réseau de transport public uniquement par bus, assez peu efficace, quoiqu'il a été amélioré dernièrement. Et en termes de chiffres, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'on a plus de 30 000 véhicules par jour entre Annecy et Douin, qui est à peu près la limite territoriale du Grand Annecy, sur la rive ouest du lac d'Annecy. Aujourd'hui, le Grand Annecy est en train de réfléchir à des projets pour améliorer la mobilité sur son territoire, plutôt centrés sur des offres autour de bus et de bus au niveau de service. La partie ferroviaire a été un peu mise de côté, notamment au niveau des SERM, on l'a entendu un peu pourquoi, et aussi la partie tram-train qui n'a pas été retenue dans les études du Grand Annecy, sur la base de certains critères. On reviendra après pourquoi, si on a le temps et si vous le souhaitez. Le tram-train est défendu par la RDSL car il y a un vrai enjeu d'efficacité. On en a parlé ce matin. Quand on parle de SERM, quand on parle de service ferroviaire, on parle de mode de transport lourd, on parle de report modal. Un des intervenants, M. Munafo, a bien expliqué le domaine de pertinence des moyens de transport. Le domaine de pertinence d'un bus au niveau de service ou d'un car à haut niveau de service, ça va être dans le domaine de dizaines de kilomètres. Entre Annecy et Albertville, il y a une quarantaine de kilomètres, plutôt 43 exactement, avec une route qui est complètement parallèle au tracé de la ligne ferroviaire et une piste cyclable qui est mise en place sur l'ancien tracé de la ligne entre Annecy et Ugine, donc via Faverges. On a des flux également importants entre Faverges et Albertville et entre Faverges et Ugine, puisque c'est une zone sur le nord de la Savoie qui est une composante très industrielle de la région, avec des employeurs dans le domaine de l'industrie et de la métallurgie qui drainent beaucoup de salariés. Donc on a des flux pendulaires très importants, on a des flux touristiques qui sont conséquents à la hauteur de l'année complète et on a des routes qui sont complètement saturées. Il y a eu un projet routier de réaliser un tunnel routier sous le Semnoz avant 2020 qui a été abandonné par les politiques actuelles pour des raisons du fait que ce projet avait pour conséquence d'augmenter le trafic à certains endroits et donc déplacer le problème et ne le résolvait absolument pas. L'avantage d'un tram-train, c'est un système qui est complémentaire au SERM, donc avec bien entendu la correspondance avec les réseaux de transport public et aussi les RER et les trains grande ligne, ainsi que les TER, mais c'est surtout que c'est un réseau qui va être distinct du flux de la circulation. Donc vous voyez le parcours ici là où il se situe, avec la gare d'Ugine qui est assez intéressant, qui est encore ouverte au fret. On a la ligne entre Albertville et Ugine qui est encore ouverte au fret et qui est exploitée pour la desserte des usines Ugitech, donc qui font de la métallurgie, entre Albertville et Ugine à hauteur de quelques trains par semaine. Le reste, la voie a été déposée et uniquement une piste cyclable a été mise en place à la place. Ce qui est intéressant, c'est que les anciens, quand ils ont construit la voie dans les années 1890, ils avaient prévu une emprise ferroviaire suffisamment large pour mettre en place une double voie. C'est-à-dire qu'en gros, avec une piste cyclable, il serait tout à fait possible de garder une voie unique, de mettre un tramway ou un tram-train à côté de la piste cyclable, en décalant bien sûr celle-ci, puisqu'aujourd'hui elle est au milieu de l'emprise. Donc il n'y a pas d'impossibilité technique de conserver la piste cyclable, qui est l'une des plus empruntées de France, et de mettre en place un tram-train. Ce
serait plutôt des systèmes complémentaires où les deux pourraient vivre l'un à côté de l'autre. Il y a d'autres possibilités, c'est de mettre en place ponctuellement le tram-train sur la route départementale 1508 qui elle passe un peu plus près de certains centres-villes. L'atout d'un tram-train par rapport évidemment au système actuel, c'est-à-dire uniquement des cars de la région qui sont pris dans les bouchons et dont le temps de parcours est plus long que l'automobile, et également par rapport à un bus au niveau de service qui serait ponctuellement pris dans les bouchons puisqu'il y a certains nœuds qui ne seraient pas gérés, ce serait de gagner du temps, puisqu'on l'a vu, l'intérêt du transport public, si on veut réussir, on l'a vu avec les transports publics et le RER de Zurich, c'est des temps de parcours plus attractifs que les temps de parcours en voiture. Si on a des temps de parcours plus longs, on va plafonner en matière de fréquentation et en matière de part modale. Donc l'objectif est de gagner de la part modale pour les transports publics, et donc on va devoir rechercher un transport qui est attractif. Et c'est vraiment ce point sur lequel on insiste, et c'est pourquoi on défend un tram-train sur cet axe-là, et non pas un simple bus au niveau de service, puisqu'on est dans le domaine de pertinence du tramway et du ferroviaire, avec plus de 10 000 voyageurs par jour probables, et également des temps de parcours beaucoup plus faibles qu'avec un mode routier, ou bien qu'avec évidemment la voiture individuelle. L'intérêt va être également de rejoindre les stations de Tarentaise via Annecy. On a parlé des Jeux Olympiques de 2030 qui vont avoir lieu en Haute-Savoie, en Savoie et également dans les Alpes du Sud, où plusieurs sites olympiques seront présents en Tarentaise et au sud et au nord d'Annecy, avec le Grand Bornand et la Clusaz par exemple. Donc l'intérêt d'un tram-train, ce serait de relier ces sites et ces stations. Alors, au niveau de l'échéance 2030, ce ne serait pas forcément possible, mais derrière, on a quand même une fréquentation qui est importante et qui va être accrue par les Jeux Olympiques. Donc l'idée, c'est de capitaliser sur les Jeux Olympiques, un peu comme ça a été fait pour le Grand Paris Express, qui n'a pas été fin prêt pour les Jeux Olympiques, c'est le cas de le dire, mais qui est toujours en cours et qui va révolutionner les mobilités dans la région parisienne. Donc l'idée, c'est de capitaliser sur ce projet pour mettre en place un tram-train entre Annecy et Albertville, et également donc, de répondre aux besoins des locaux pour les déplacements, de répondre aux besoins des touristes, mais également de répondre aux besoins des automobilistes. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais plus on met en place des systèmes de transport public efficaces, plus ils vont générer du report modal et du coup, plus la route va être libérée. On peut admettre que certains usagers n'aient pas le choix de prendre la voiture pour des raisons de livraison, des choses comme ça, ou de leur travail. Mais du coup, ceux-là, ils seront également favorisés par la mise en place d'un système de transport collectif efficace, le tram-train en l'occurrence, puisque du coup, ils rouleront mieux aussi. C'est également favorable pour les services de secours. Donc, tout le monde trouve un intérêt au tram-train d'un point de vue usager. L'intérêt, après, c'est de comprendre pourquoi plus un tram-train qu'un bus au niveau de service. En fait, on a un gain d'argent. Encore une fois, ça peut être contre-intuitif parce que le prix au kilomètre d'un système ferroviaire ou du tramway est en général plus élevé que le prix d'un système routier, le bus au niveau de service. Ici, pourquoi est-ce que le tram-train serait moins cher au kilomètre, à l'investissement, qu'un bus au niveau de service? Tout simplement, on a une emprise ferroviaire existante en périurbain. Donc déjà, premièrement, on n'est pas avec un réseau urbain, donc les dévoiements de réseau ne sont pas nécessaires. Deuxièmement, on parle d'un système en voie unique et non pas en double voie avec croisement dans les stations. Alors que si on met en place un bus au niveau de service en voie unique sur la 1508, il y aurait une requalification de l'axe routier qui serait nécessaire. Du coup, ça augmenterait le coût. Le troisième point, c'est qu'on est dans la zone d'Annecy, donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est l'un des endroits de France où le prix du foncier est le plus élevé. Donc de l'acquisition foncière va avoir évidemment des freins comme partout, mais en plus, ça va générer des surcoûts sur le projet qui sont énormes. L'acquisition foncière, et ce serait plus de 90 parcelles qui seraient concernées, voire 300 si on prend uniquement les jardins, pour la réalisation d'un bus au niveau de service. Le tram-train, si on le met à côté de la piste cyclable, ce serait 0. Donc pas d'acquisition foncière, du coup un gain de temps sur le projet, un gain d'argent puisqu'on n'a pas ou très peu d'acquisition foncière, peut-être pour certaines courbes, de façon extrêmement ponctuelle. Les frais d'entretien et du matériel des voiries seraient aussi diminués, bien entendu, puisqu'on diminuerait l'usage de la route et qu'on serait en mode purement ferroviaire. L'intérêt aussi du matériel, la durée de vie d'un tramway ou d'un train, c'est supérieur à 40 ans, tandis qu'un bus, c'est au maximum une vingtaine d'années. Donc on a un retour sur investissement qui est plus important. Outils d'attractivité sur le territoire. Évidemment, je ne vais pas revenir dessus parce que Alain me fait signe qu'il ne me reste plus beaucoup de temps.
Pourquoi est-ce qu'on parle de temps de parcours plus efficace avec un tram-train ou un tramway qu'avec un bus au niveau de service ou la voiture? Il suffit de prendre l'horaire de 1938, c'est ce qui est en rouge et en bleu, 1937 pardon, et on voit que déjà les trains à vapeur qui étaient des trains mixtes, marchandises-voyageurs, prenaient moins d'une heure pour faire Annecy-Albertville. Aujourd'hui, évidemment, avec un système plus efficace et avec des moteurs répartis dans chaque essieu, on serait beaucoup plus efficace là-dessus, et un bus au niveau de service, lui, serait pris ponctuellement dans la circulation. Le projet du BHNS actuellement, comme je vous l'ai dit, ce serait au milieu de la route, donc avec des investissements fonciers très importants et environ 300 millions d'euros pour le projet. Un impact foncier qui va faire perdre du temps sur le projet. La preuve, le projet devait être mis en service pour les premiers tronçons dès 2025. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout qui est mis en place et ça va être peut-être remis en question par les prochaines élections municipales en 2026. Le tram-train, si on avait commencé dessus, on aurait gagné du temps. Autre avantage d'un tramway sur un système routier, ça va être pour tout ce qui est courbe. Donc si vous avez des projets avec beaucoup de courbes, le système ferroviaire est un système guidé et donc du coup va demander beaucoup moins d'emprise foncière qu'un système non guidé où vous pouvez le voir sur en bas à droite sur l'image, où du coup forcément l'emprise sera moins importante et ça va favoriser ces insertions en courbe et ces demi-tour. Donc il y a un tableau comparatif que la RDSL a réalisé concernant le bus au niveau de service sur l'axe Annecy-Albertville, bien entendu, et le tram-train Annecy-Albertville. Aujourd'hui, il faut préciser que le projet du Grand Annecy s'arrête à Douin, donc la limite territoriale du Grand Annecy, ce qui est à notre sens et au sens de d'autres acteurs, une erreur fondamentale. On l'a vu notamment avec Tours, les bassins de mobilité ne s'arrêtent pas aux frontières administratives et aujourd'hui, ça n'a pas été compris, donc on essaie de travailler là-dessus pour que les élus puissent comprendre qu'en fait, les bassins de mobilité ne s'arrêtent pas aux frontières administratives des EPCI. Donc l'idée déjà, ça va être de réfléchir sur les bassins de flux pour pouvoir avoir une réponse qui corresponde bien à ces flux. Alors, dernier point, donc le lien entre le CERM, du coup, du Grand Genève, donc qui est le Léman Express ici, et le tram-train de Annecy-Albertville. On voit sur cette carte ferroviaire que c'est un peu le maillon manquant. Il faut savoir qu'il y a de nombreux usagers qui viennent de la Combe de Savoie et aussi d'Albertville qui vont travailler sur Genève. Ces gens-là prennent évidemment la voiture puisque en temps de parcours, on est beaucoup plus efficace. Donc si on veut gagner sur le ferroviaire, il va falloir un temps de parcours plus efficace et donc du coup une offre appropriée et un système en site propre. Merci beaucoup Yuri. On va donner la parole maintenant, on fera un débat mais à la fin. On donne la parole maintenant à Daniel Besser qui est directeur des CERM Rhône-Alpes à SNCF Réseau. Allô, oui, je vous remercie. Oui, alors c'est les CERM Auvergne-Rhône-Alpes hein, sur l'ensemble de la région, donc sur les 6. Ouais, c'est vrai que j'ai vu que sur la diapo, il manquait l'Auvergne. C'est pas grave. Ah oui, je l'ai signalé d'ailleurs. Oui, et je suis auvergnat en plus, donc voilà, c'est peut-être pour ça. Bon, je suis ravi d'être là et donc je vais vous parler des CERM, de SNCF Réseau. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique des CERM parce que les préfigurations démarrent. Donc j'ai fait le choix plutôt de restituer SNCF Réseau dans le paysage et de voir quelle est la convergence entre les missions de SNCF Réseau et les CERM. Il faut que... Ouais. Voilà. Donc je vais vous détailler ça en deux parties. Donc une première partie, voilà, je l'ai dit, hein, de toute façon expliquer voilà, qui est SNCF Réseau, et puis la deuxième partie, je viendrai sur les CERM. Donc SNCF Réseau, c'est l'architecte et le gardien du réseau ferré national. Donc c'est un gestionnaire d'infrastructures. C'est là. Ouais. J'anticipe sur la... Voilà, merci. Donc c'est un gestionnaire d'infrastructures. Donc l'État, par la loi, a confié à SNCF Réseau la gestion du réseau ferré national qui comprend près de 28 000 km de lignes et qui reçoit à peu près 15 000 trains par jour. Et donc les missions de SNCF Réseau, c'est de gérer cette infrastructure. Donc ça veut dire évidemment de l'entretenir, de la rénover, de la moderniser, voire de la développer quand il y a des projets de développement dessus. Et ce sera le cas pour les étapes moyen et long terme des CERM. La mission première de SNCF Réseau, c'est de faire rouler des trains. L'infrastructure, elle est là pour faire rouler des trains. Et donc, le travail que doit faire SNCF Réseau, c'est de permettre à ces trains de rouler et d'en faire rouler un maximum. Dans la loi, il y a un objectif de maximiser l'usage du réseau.
Voilà. Donc ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose de permettre à tout le monde de circuler. Il y a des natures de trafic qui sont différentes entre le fret, le voyageur longue distance, l'interurbain, les sermes. Il y a aussi des travaux à faire sur le réseau, beaucoup de travaux. Donc quand on fait des travaux, on ne fait pas rouler les trains, donc on prend de la capacité. Voilà. Et donc ce travail, c'est à SNCF Réseau de le faire. Et donc SNCF Réseau vend des droits de passage sur le réseau, ce qu'on appelle des sillons. Hein. Donc voilà, un déplacement horarisé d'un point A à un point B. Donc on vend à peu près 6 millions de sillons jour par an, un peu plus maintenant. Et la vente de ces sillons rémunère SNCF Réseau. Donc la raison d'être, c'est de faire rouler des trains et donc de capter cette ressource commerciale qui est de l'ordre de 7 milliards d'euros pour l'ensemble de SNCF Réseau. Et c'est comme ça qu'on doit trouver la pérennité économique de la gestion du réseau. Voilà. Donc c'est des sujets qui ont été évoqués précédemment. Donc SNCF Réseau doit accueillir tout type de circulation sur le réseau, les commercialiser, organiser cela. Il doit également entretenir le réseau et garantir la sécurité des circulations, puisque sur le ferroviaire, les installations d'infrastructures contribuent plus ou moins, mais en général beaucoup, hein, plus elles sont modernes, plus elles y contribuent à la sécurité des circulations. Donc ce sont là aussi des points importants. Il faut que les installations soient en état et qu'elles fonctionnent de manière sécure. Voilà. Et le dernier point, c'est que le réseau, c'est un réseau national. Donc on est d'abord sous le contrôle d'une autorité de sécu pour les aspects sécurité, mais on est également sous le contrôle du régulateur des transports, ce qui est tout à fait normal. Et donc notre activité doit se faire de manière transparente, tant sur l'attribution de capacité que sur la programmation des travaux que l'on fait sur le réseau. Voilà, donc finalement, je vais résumer en 3 missions hein, pour arriver sur les sermes. Donc la première mission, c'est construire l'offre sillon, donc faire en sorte qu'on arrive à rentrer un maximum de sillons sur une infrastructure donnée. Donc ça rejoint la maximisation de l'usage du réseau. Ça veut dire qu'il faut anticiper, ça veut dire qu'il faut structurer la demande, ranger les sillons de même nature entre eux pour arriver à avoir un minimum de perte de capacité sur le réseau. C'est aussi l'équité entre les clients. La loi nous demande de donner le même accès à tout le monde et de donner un accès non discriminatoire. Donc que ce soit du voyageur, du fret, de la grande vitesse ou du TER, on doit donner une réponse, une solution de capacité à chaque client qui en fait la demande. Dans les deuxièmes missions, c'est entretenir. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, on entretient le réseau. Avec la particularité, c'est que sur le ferroviaire, le client est dans l'usine. L'usine, c'est le réseau ferroviaire. Le client, il est dans ce réseau. Et quand on veut arrêter le réseau pour l'entretenir, on est obligé de demander au client de partir. Et donc ça le perturbe beaucoup. Nous aussi, du reste. Donc on a un équilibre à trouver entre quelle capacité on prend pour les travaux, quelle capacité on laisse pour les clients. Et plus on va densifier les circulations, plus ça devient compliqué de faire l'entretien alors que la demande d'entretien est accrue. Donc c'est là où je parlais de transparence. On a des processus qu'on anticipe et on discute et on concerte avec les entreprises ferroviaires pour pouvoir programmer les travaux. Voilà. À la fin, on arbitre. On ne fait pas que des heureux, mais on essaie de choisir la moins mauvaise solution pour tout le monde. Le dernier item, c'est piloter. Le réseau, il est unique. Tous les trains roulent sur le même réseau et le gestionnaire d'infrastructure, SNCF Réseau, est unique. Ce qui veut dire qu'on reçoit, tout le monde vient faire sa production dans notre usine. Et donc on a notre rôle là aussi à jouer d'ensemblier système du réseau. On ne s'intéresse pas que à la gestion des circulations, mais également à la production des entreprises ferroviaires. Donc on produit des normes d'exploitation du réseau, que ce soit l'exploitation dans les gares ou les normes de tracé en ligne. Et on travaille également avec les opérateurs ferroviaires, donc les entreprises ferroviaires, pour que chacun puisse optimiser sa production, le but étant qu'on arrive à un optimum global. Alors, je vais prendre un exemple, hein, c'est un programme qu'on a lancé il y a quelques années, qui est le travail sur les départs des trains à l'heure.
Pour qu'un train arrive à l'heure, il vaut mieux qu'il parte à l'heure. Donc voilà, on travaille la ponctualité au départ et il y a toute une chaîne managériale à faire, que ce soit au niveau du gestionnaire d'infrastructure pour donner l'accès au réseau ou que ce soit au niveau des entreprises ferroviaires pour que tout le monde ait fait son job, que l'échange voyageurs soit terminé et que le train soit en sécurité et puisse partir. Donc voilà, on travaille avec les entreprises pour s'assurer que chacun manage bien son... Voilà, on appelle ça des chronogrammes, quoi, mais manage bien toutes les tâches qu'il a réalisées pour arriver à temps pour que le train puisse partir à l'heure. Du coup, les SERM, SNCF Réseau et les SERM, c'est quoi? C'est une très belle opportunité et c'est un engagement pour SNCF Réseau. Alors, une belle opportunité, pourquoi? Parce que qui dit SERM dit plus de trains. Qui dit plus de trains, c'est maximiser l'usage du réseau, c'est plus de recettes pour nous, donc finalement ça se boucle bien. On rentre dans un cercle, on est dans un cercle vertueux. C'est des engagements aussi parce que ça va nous demander des efforts. On n'est pas toujours félicité pour ce qu'on fait, mais on cherche à bien le faire. Et voilà, il faut nous, ça nous re-questionne sur certains sujets. Je vais y venir. Voilà, donc notre contribution sur les SERM. Alors les SERM sont multimodaux. L'ossature est ferroviaire, mais pas que. C'est du service. Ça va bien au-delà du ferroviaire. Il faut qu'on s'inscrive là-dedans et on travaille en équipe. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que le SERM, ce sont des services de transport et ça, c'est pas nous qui le décidons. Ça, ce sont les autorités organisatrices. Donc, on travaille avec elles, évidemment, pour voir ce qui est possible de faire, ce qu'on peut anticiper, comment on peut programmer les choses. Voilà, là aussi, c'est un gros travail. La façon dont on va l'aborder, c'est d'essayer de manière pragmatique. C'est déjà d'arriver à faire tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Je parlais de maximiser l'usage du réseau. On ne va pas tout de suite aller chercher des grands projets et attendre qu'on ait fait ces grands projets pour mettre plus de trains. Donc on se pose la question tout de suite. Il y a déjà des réseaux qui l'ont fait. Donc c'est ce qu'on appelle nous sur la région les RER de niveau 1. Aller combler la capacité résiduelle qui reste en heure creuse. Et donc avancer par palier. Dès qu'on peut faire un palier pour faire un saut d'offre, si les autorités organisatrices le souhaitent évidemment, et si les autres réseaux voilà, si on est sur le même tempo, l'idée c'est vraiment de travailler par palier. Et j'arrive donc sur la dernière diapo. Donc nous, les enjeux pour nous, le tout premier, c'est quand même poursuivre la trajectoire de rénovation et de modernisation du réseau. On ne construit pas sur le sable. Si on veut faire une offre dense et fiable, il faut que le réseau soit fiable déjà, dans sa constitution, dans son fonctionnement et dans l'utilisation qu'on en fait. Donc on a une trajectoire assez importante. On a investi un peu plus de 3 milliards d'euros de régénération et de modernisation du réseau. On poursuit sur cette trajectoire, évidemment. Tout l'enjeu est là. La deuxième chose, c'est s'assurer de la fiabilité du service offert. On va modifier un peu l'organisation de la journée d'exploitation. L'idée, c'est de ne pas se faire dépasser parce qu'on aura changé des équilibres, on aura déplacé des équilibres et se rendre compte au final que ça ne passe pas. Donc, il est pressé, ouais. Non, c'est pas vous, je ne parle pas tout. Et donc voilà, l'idée c'est avant de mettre en service de s'assurer que ce qu'on va faire fonctionne. Voilà, on a des collègues qui sont passés par là avant nous, on les questionne, il y a des retours d'expérience qui ont été faits. Le dernier point, je conclurai comme ça évitera de remonter les diapos. Je parlais tout à l'heure, on travaille en équipe, il y a d'autres réseaux, des réseaux urbains, il y a des réseaux cyclables et tout, qui vont aussi évoluer. On est vraiment sur une notion de service, il va falloir que nous on s'inscrive là-dedans. Il y a des temporalités qui sont là, il va falloir qu'on s'inscrive là-dedans parce que le but c'est qu'au final on arrive à développer des services multimodaux pour les voyageurs. Voilà. Je crois que j'ai fini. Du coup là je dis merci, c'est bien la dernière, c'est là. Voilà. Merci beaucoup. Et on passe tout de suite la parole à Julie Blais. Visiblement ce micro marche donc. J'en profite. Merci. Alors, mon intervention n'est pas inscrite au programme, donc je vais faire court, parce que je pense qu'en plus, vous attendez tous l'heure du déjeuner, mais je remercie Monsieur Caraco de m'avoir invité à présenter. J'ai quelques diapos qui n'ont pas été faites pour l'occasion, du coup, mais qui me permettront de vous donner quelques informations sur l'avancement du SERM de l'aire grenobloise. Je peux prendre... Oui, allez-y, bien sûr. Si ça marche. Elle est un peu capricieuse.
J'y arrive pas. Ah, si. Voilà, là vous avez la carte du périmètre du CERM qui recoupe au nord-est, du coup vous voyez la gare de Pontcharrat-sur-Bréda, donc là on rejoint l'intervention de Chambéry tout à l'heure, on est vraiment en limite du CERM de Chambéry avec des interactions qu'il faut qu'on travaille, puisqu'on a des demandes qui sont communes et parfois qui peuvent entrer en concurrence, il faut bien le dire, hein, sur des demandes de création de gares du côté grenoblois qui ont une influence sur les sillons côté chambérien et inversement. Donc à un moment donné, il faudra que nos CERM discutent entre eux. Mais heureusement, la région et l'État veillent à toute cette cohérence des différents CERM entre eux. Donc nous, on est engagés dans cette démarche CERM depuis un moment déjà. Il faut savoir qu'on a des études d'exploitation sur l'étoile ferroviaire grenobloise depuis 2017, études qui ont été conduites par SNCF Réseau, et dans lesquelles on avait déjà identifié ce projet de RER avec des horizons qui étaient très ambitieux à l'époque. On se demande comment on avait pu imaginer ça. On pensait qu'on aurait une première étape RER en 2025, une deuxième en 2030, une troisième en 2035. Autant vous dire qu'on n'y est pas tout à fait. Pour la première étape 2025, on n'est pas si loin parce que les travaux qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de cette première étape, qui consiste en une desserte au quart d'heure sur une des branches de notre étoile ferroviaire, ils sont financés, ils ont commencé. Et donc on a bon espoir, sous réserve des surprises que parfois SNCF nous réserve, on a bon espoir, mais c'est pas de leur faute, hein. On a bon espoir qu'en 2028 ou au plus tard 2029, cette desserte soit mise en service. Donc notre première étape 2025, on n'est pas si loin. Après, tout l'enjeu de la démarche CERM, c'est selon moi, c'est de venir réinterroger les ambitions qu'on avait inscrites en 2030 et 2035, qui représentent pas loin d'1 milliard, 1,5 milliard d'euros d'investissement, avec beaucoup d'interrogations évidemment sur les capacités de financement de ce milliard et sur la façon dont on va pouvoir déployer les investissements nécessaires. Donc on a engagé cette démarche CERM, ça y est, la conférence de presse a eu lieu en janvier, la convention est signée par tout le monde et le travail a démarré sur l'élaboration du schéma d'ensemble. Alors, nous, on considère, mais je pense que beaucoup de territoires, beaucoup de collectivités le considèrent, qu'on ne part pas de rien. Moi, je travaille au syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, j'ai oublié de le dire, j'en suis désolée. Donc, c'est assez proche du CIMO. C'est un syndicat qui a été créé en 2020, qui regroupe 3 intercommunalités et le département de l'Isère, et qui a la compétence autorité organisatrice des mobilités, donc qui est déjà dans une étape un peu plus intégrée que le CIMOS. Puisqu'on est autorité organisatrice et qu'on développe les transports sur l'ensemble de notre territoire avec un réseau unique qui a été mis en service au 1er septembre dernier. Donc je rebondis juste sur votre intervention, effectivement c'est long, le syndicat il a été créé en 2020 et c'est seulement au 1er septembre 2024 qu'on a pu mettre en place ce réseau unique avec une tarification unifiée sur le transport urbain. Et donc on ne part pas de rien parce qu'on a ce réseau de transport collectif, on a un schéma directeur des itinéraires cyclables qui est en cours de déploiement sur notre périmètre du syndicat mixte. On a un schéma directeur des aires de covoiturage et des pôles d'échange et des parcs relais. Donc on a beaucoup de matière. Donc le schéma d'ensemble, il va, selon nous, s'inspirer beaucoup du travail qui est déjà fait localement, mais essayer de bien articuler le déploiement des services ferroviaires avec le schéma d'ensemble multimodal. Et là, en ce moment, on a, je fais écho aussi aux interventions du matin, nous on a plusieurs réunions par semaine avec l'équipe projet CERM, c'est très consommateur de temps. Mais c'est effectivement un travail en équipe projet qui est indispensable pour réussir à avancer. Donc on a des équipes projet entre les différents financeurs, on a des équipes projet avec tous les préfigurateurs dont SGP, SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion. Et donc on travaille sur tous les volets sur lesquels l'État nous a demandé de travailler pour déposer ce dossier de statut, qui sont le schéma d'offre, le plan de financement et le schéma de gouvernance. Voilà, je vais peut-être aller assez rapidement. Notre objectif est très ambitieux puisqu'on souhaiterait déposer le dossier à l'été 2025. Voilà. Donc pour l'instant, on est toujours sur cet objectif-là et c'est peut-être ce qui explique qu'on avance à marche forcée avec plusieurs ateliers, plusieurs réunions chaque semaine. Voilà, je pense que j'ai fini. Eh ben, merci beaucoup, notamment pour cette intervention, comment dire, qu'on a calée très tard et pour la concision. Allez, on va dire qu'il nous reste une petite dizaine de minutes pour les questions. Donc la parole est à qui veut. Jérôme Rebourg a détesté sa voix.
Alors, je sais pas, tu peux... voilà. Merci. Ça a été évoqué à un moment, le problème des frontières administratives. On a déjà fait un débat avec les gens de Grenoble il y a un an là-dessus. Sur Chambéry-Aix, on vit justement le problème de ces frontières administratives, où on a des lignes de bus qui s'arrêtent à 5 km les unes des autres. Alors que même sans avoir un réseau de bus unique, ça serait bien d'avoir, comment dire, aujourd'hui on pourrait le faire, des bus qui s'arrêtent aux terminaux des autres bus, quoi, entre les deux agglomérations, quoi. Donc ça, on subit ça depuis des années. J'espère, je ne l'ai pas vu dans ton diaporama, mais j'espère que ça va être une question de mois pour que ça soit résolu, sans attendre 2028-2029. Et je voudrais que l'erreur ne se répète pas au niveau des Sermes. Parce qu'actuellement, dans les schémas que j'ai vus, où on m'a dit, bon, c'est pas définitif, mais le Serme de Chambéry s'arrêterait entre lacs à 5 km de Remilly, donc de celui de la Haute-Savoie. Et puis au sud, il s'arrêterait à Alpes-Elspace, à 5 km de celui de Pontcharrat. Alors c'est quand même une hérésie. Donc j'aimerais, j'ai très peur que chacun reste sur son territoire, que les réseaux s'arrêtent à 5 km les uns des autres, et que derrière, pour passer d'un territoire à l'autre, on revienne toujours sur la voiture. Donc j'espère que vous discutez ensemble. Oui. Et que, voilà, pour l'instant, nous, on n'a pas d'écho et on n'a pas. C'est des exigences qu'on a au point de vue des usagers, parce que je représente une association d'usagers, la FNOT en Savoie, et on n'est pas très associés justement à ces discussions-là, ce qui nous fait un peu peur, quoi, parce que chacun reste un peu dans sa frontière administrative, et ça nous fait un peu peur. Nous, on est dans notre bassin de vie, quoi. C'est pas la même chose. Bien sûr, merci. Je peux donner 2 éléments de réponse, puis vous en donnerez peut-être quelques-uns. La nécessité d'organiser les déplacements entre les agglos de Chambéry et d'Aix-les-Bains, ça fait bien 25 ans que ça a été identifié. Il y a eu une étude assez poussée il y a 15 ans qui a donné rien. Au mandat précédent, il y a même eu un peu de régression, alors qu'il y avait un alignement des couleurs politiques. Là, on a perdu l'alignement des couleurs politiques, mais on a décidé de travailler ensemble. Donc, entre le moment où on a commencé à s'en parler à l'automne 2020, le moment où on a mis en place notre syndicat mixte, donc il y a quelques mois, l'automne 2025 nous donnera probablement quelques perspectives pour avancer. Je préfère être prudent parce que, enfin, on sait bien ce qu'on veut faire et je pense qu'on vise à peu près la même chose. La question, c'est qu'il y a beaucoup de gens à mettre autour de la table, mais on s'y active. Et donc, l'autre échéance pour les réseaux de bus urbains, c'est la convergence des DSP. Alors, sur le court terme, c'est toujours trop long, j'en suis bien conscient. Sur ce qu'on est arrivé à faire ces 4 dernières années sur les 25, je pense qu'on a quand même commencer à rattraper la chose. Pour ce qui est des Sermes, oui, alors vous avez parlé d'ailleurs de Pontcharrat et c'est le plus évident, mais on se touche aussi au pont de Beauvoisin et là on va être même à 3, je pense, à se toucher vers Saint-André-le-Gaz. Comme de toute façon, on ne fera pas exclusivement des trains à usage de parcours court, alors c'est dommage que c'est tant SNCF Réseau que SNCF Voyageurs qui auraient pu compléter, mais une bonne partie des trains de nos Sermes seront déjà des trains moyenne distance. Les trains moyenne distance, il faut de toute façon pouvoir leur faire faire leur terminus à un endroit où on se retourne facilement. Il faut également prévoir leur planning d'entretien et les lieux d'entretien sont plus près des grandes villes que des petites. Donc, je veux dire, on n'est pas comme un réseau de bus urbains où on fait demi-tour au premier giratoire. Donc, il est évident, même si ça n'apparaît pas encore et systématiquement sur tous les plans, que ces connexions auront lieu non seulement pour les besoins des voyageurs, mais également pour des raisons techniques d'exploitation. Oui, je compléterai juste avec 2 sujets qui témoignent de cette coopération qu'on a du côté de Pontcharrat. Nous, on élabore actuellement au syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise un plan de mobilité
la communauté de communes Cœur de Savoie élabore aussi un plan de mobilité simplifié. On a des discussions assez régulières. Alors là, on n'est pas du tout de l'ordre de toutes les semaines, hein, mais voilà, on se rencontre régulièrement pour échanger et voir quelles sont les problématiques communes qu'on a. Et autre témoignage, c'est l'aménagement du pôle d'échange multimodal de Pontcharrat, sur lequel on commence à travailler, donc, et sur lequel on associe évidemment aussi les territoires qui sont directement concernés et intéressés par cette gare. Alors, Jean-Claude Degan me dit qu'on a fini. Si toutefois il y a une question rentrée, on la prend maintenant. Et si tout le monde a faim, on peut déjeuner. Merci beaucoup.